Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La note trimestrielle de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Elle fait état de 375 violations de droits de l'homme enregistrées au cours du troisième trimestre. Sur ces violations, 162 auraient été commises par l'armée malienne. Le lancement officiel du livre de recettes pro-manioc au Congo. Objectif, valoriser les métiers de l'agroalimentaire et sensibiliser la jeunesse sur le potentiel de ce secteur. Et puis focus sur la CAN féminine de handball qui se joue actuellement au Sénégal. Le pays hôte qui a déjà brillé lors de la première journée en s'imposant face à Madagascar. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord du changement au sein de l'appareil sécuritaire au Tchad. Les autorités ont procédé à de nouvelles nominations à la tête des forces de sécurité. Sur cette liste figure notamment Ismat Issaka Acher, nommé au poste de directeur général de la gendarmerie. L'ancien gouverneur de la province du Borkou succède au général Zakaria Ngobonge Varé. Du côté de la police, c'est désormais Hissène Doudoua Amit qui en prend les commandes. Le pouvoir a aussi procédé à la nomination de plusieurs adjoints, un remaniement qui intervient après la manifestation du 20 octobre dernier, date à laquelle des heurts avaient éclaté dans la capitale N'Djamena. Réunis à l'appel de l'opposition, les manifestants avaient bravé l'interdiction de manifester prononcée par les autorités. Leur cri de colère, le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby, récemment investi président de la transition. Bilan de cette mobilisation, une cinquantaine de personnes sont décédées. Notons que ce 11 novembre, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine se réunit pour statuer sur d'éventuelles sanctions contre le Tchad. L'instance examinera notamment le rapport établi par le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Dans l'actualité également, des chiffres accablants. Dans sa note trimestrielle, la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a recensé 375 violations des droits humains commises dans le pays au troisième trimestre. Dans les détails, la mission onusienne accuse les groupes djihadistes d'avoir commis 163 violations. L'armée malienne est elle aussi accusée d'en avoir perpétré 162. Le document mentionne également la présence de personnel militaire étranger accusé d'avoir tué une cinquantaine de personnes à Gouni, située dans la région de Koulikoro, au sud-ouest du Mali. Notons cependant que le nombre d'exactions est en baisse par rapport au trimestre précédent. Écoutons à ce propos Stéphanie Tremblay, porte-parole auxiliaire de Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. UN mission in Mali, MINUSMA, has issued its report on trend. La mission des Nations Unies au Mali a documenté 375 violations et abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ce qui représente une baisse de 20% par rapport au précédent rapport trimestriel. Au total, 243 civils ont été tués, 77 blessés et 55 ont été enlevés ou sont portés disparus. 10% d'entre eux étaient des femmes et 1% sont des enfants. Les groupes extrémistes ont continué d'en être les principaux acteurs. La mission onusienne salue les efforts déployés par les autorités maliennes pour lutter contre l'impunité, notamment l'annonce de l'ouverture d'enquêtes sur les allégations de violations imputées aux forces de défense et de sécurité maliennes. La mission continue de soutenir activement les efforts nationaux visant à assurer un plus grand respect des droits de l'homme et à mettre fin à l'impunité, notamment par la formation et le renforcement des capacités. Dans le reste de l'actualité, le maintien en liberté de Rached Ghannouchi en Tunisie. Le président du parti Ennahda était face à la justice ce 10 novembre. Une audition relative à l'affaire Instalingo, affaire qui date d'octobre 2021. Durant cette période, les autorités avaient procédé à l'arrestation de plusieurs employés de cette entreprise spécialisée dans la production et le développement de contenus digitaux. Ces salariés sont poursuivis pour offense au président et complot contre la sûreté de l'État. Pour Rached Ghannouchi, toutes les accusations, je cite, sont montées de toutes pièces pour éliminer un opposant.
Le Zimbabwe nourrit des ambitions en termes de production de blé. D'ici la fin de l'année, le pays s'attend à ce que sa récolte céréalière atteigne 380 000 tonnes de blé, soit 20 000 tonnes de plus que les besoins nationaux, selon Vangelis Aritatos, le vice-ministre de l'Agriculture. Affecté par l'insécurité alimentaire, le Zimbabwe a aussi déployé sa stratégie de transformation des systèmes alimentaires agricoles. Nathalie Bou. Le Zimbabwe annonce qu'il sera autosuffisant en blé d'ici fin 2022. Le gouvernement zimbabwéen prévoit une récolte de 380 000 tonnes de blé, soit 20 000 tonnes de plus que les besoins nationaux de ces denrées céréalières. Confronté à la hausse du prix des aliments depuis mars 2022, le Zimbabwe a décidé de développer le potentiel agricole local pour augmenter ses réserves nationales qui devraient atteindre 13 mois d'approvisionnement en blé dès la fin de cette année. Nous sommes très confiants que les aspirations de tous les Zimbabwéens, telles qu'énoncées par la vision 2030, pourraient être réalisées beaucoup plus tôt. Nous avons tous un rôle à jouer et c'est vraiment possible. Ce type de récolte est très crucial pour maintenir la dynamique enregistrée dans le secteur agricole. La hausse de la production de blé au Zimbabwe est le résultat de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé impulsé par le gouvernement. Cette initiative a permis d'augmenter la surface cultivée, passée de 66 000 hectares en 2021 à 79 000 hectares en 2022. Parallèlement, l'exécutif zimbabwéen impose au secteur privé d'acheter 40% du blé sur le marché local, un pourcentage qui pourrait passer à 60% en 2023. Nous percevons l'économie qui est le secteur privé dirigé par le gouvernement comme un rôle clé de facilitateur et la création d'un environnement réglementaire. J'aimerais conseiller aux agriculteurs d'être attentifs et scrupuleux lorsque vous vendez vos produits ainsi que d'éviter le marché parallèle, en particulier ceux qui ont des cultures sous contrat. En 2020, le pays a lancé la stratégie de transformation du système agricole et alimentaire pour accélérer la production et la croissance agricole. Le Zimbabwe, ancien grenier à blé d'Afrique australe, tente de se relever de 2 décennies d'insécurité alimentaire induite par de fréquents épisodes de sécheresse et des contraintes économiques liées à des sanctions occidentales imposées depuis 2003. Au Congo, les élèves de terminale du lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral ont remporté le premier prix d'une compétition culinaire. Compétition organisée à l'occasion du lancement officiel du livre de recettes Pro-Manioc. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet Pro-Manioc, mis en œuvre par l'Union européenne et le Programme alimentaire mondial. Objectif, renforcer la résilience alimentaire du pays. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. L'équipe des Wolves, constituée des élèves en terminale du lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral à Brazzaville au Congo, a remporté le premier prix du challenge culinaire organisé à l'occasion de la présentation du livre des recettes Pro-Manioc. Ces derniers ont réalisé en 2 heures la meilleure entrée, le meilleur plat et le meilleur dessert, avec pour aliment de base du manioc transformé. La recette qui nous a permis d'être le reste, c'est une entrée à base de taboulé, donc gari. Un taboulé à base du manioc, du gari, et une résistance à base de gari toujours, une sorte de foufou à base de gari, avec courge et viande de bœuf. Enfin, un dessert, donc les crêpes à base de la farine de manioc peaufinée. Ici de trouver un cri de guerre. 3 autres équipes, constituées de 4 élèves et d'un encadreur chacune, ont compéti sans véritable enjeu que celui de sensibiliser le grand public sur la qualité et la diversité des mets à base de manioc. La réalisation du livre de recettes intervient dans le cadre du projet Pro-Manioc, programme de renforcement de la chaîne de valeur artisanale du manioc, financé à hauteur de 1,5 million d'euros par l'Union européenne. Pro-Manioc est la contribution de l'Union européenne au plan de riposte alimentaire post-Covid, initié par le gouvernement congolais en 2020. Et les actions que mène le PAM sur le terrain permettent d'améliorer la résilience alimentaire au Congo en renforçant les capacités des groupements agricoles, des artisans, des commerçants et du grand public afin d'assurer une chaîne de valeur intégrée, saine et durable basée sur le manioc. Démarré en 2020, le projet Pro-Manioc est une réponse aux questions de résilience alimentaire dans un pays possédant un fort potentiel agricole pour couvrir ses besoins alimentaires, mais dont les surfaces cultivables sont sous-exploitées.
Son objectif est d'améliorer la chaîne de transformation du manioc en produits dérivés tels que la tiéké, le gari, l'amidon ou la farine de manioc. À l'heure où les regards sont tournés vers la COP27 qui se déroule actuellement en Égypte, le continent subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. À travers l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on dénombre près de 2,5 millions d'hectares de terre submergés à la suite d'inondations sans précédent. Une situation critique qui menace la sécurité alimentaire des habitants de ces régions. Corinne Camdem. Pour récolter son sorgho, Kouman Lévis patauge maintenant dans des eaux jusqu'aux genoux. Des semaines après les dernières fortes pluies, sa ferme au sud de la capitale tchadienne N'Djamena reste submergée. On retrouve le même scénario à travers l'Afrique de l'Ouest et du Centre, où des inondations sans précédent menacent la sécurité alimentaire pour les années à venir. Vous avez vu par vous-même la destruction de mon champ par cette inondation qui n'épargne rien. Ce que vous voyez, c'est à peu près tout ce que j'ai pu économiser en travaillant dans l'eau et cela ne représente pas 10% de ce que j'ai récolté auparavant. C'est pareil pour tous les agriculteurs ici. Je ne sais pas comment nous allons nous débrouiller, mais les prochains jours vont être difficiles car notre village est également inondé. Près de 2,5 millions d'hectares de terres agricoles en Afrique de l'Ouest et centrale ont été submergés par les inondations ces derniers mois. Au Nigeria, par exemple, environ 1,4 million d'hectares ont été détruits selon le gouvernement. Des rapports préliminaires montrent que jusqu'à 30% de la récolte de maïs dans les États du Nord-Est et de la ceinture médiane du Nigeria, où la plupart des aliments du pays sont cultivés, auraient pu être perdus. Notons qu'avant les inondations, l'Afrique de l'Ouest et du Centre faisait déjà face à ce que les groupes d'aide ont décrit comme une tempête parfaite d'insécurité alimentaire. La sécheresse prolongée de l'année dernière, le conflit au Sahel, la crise sanitaire mondiale et les retombées de la guerre en Ukraine ont tous contribué à la détérioration de la production agricole. L'eau a tout emporté. Nous sommes impuissants face à cette catastrophe. Même pour accéder à ce champ, nous devons prendre 2 heures en pirogue avec le risque d'insectes nuisibles et de serpents qui polluent l'eau. Ce que j'ai pu sauver du champ ne peut pas nourrir ma famille pendant un mois et nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter du sorgho sur le marché. Ce qui est certain, c'est que nous mourrons de faim en hiver. L'Afrique, continent qui pollue le moins, subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique. La sécurité alimentaire du continent est en danger. Par ailleurs, avec la baisse de la production, le coût des aliments a augmenté. Pour Macky Sall, président du Sénégal et également président en exercice de l'Union africaine, l'heure est grave. Présent à la COP27 qui se déroule actuellement à Sharm el-Sheikh en Égypte, ce dernier a plaidé pour une solidarité internationale et a appelé les pays pollueurs à tenir leurs engagements financiers dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un mot de sport à présent avec la 25e édition du championnat d'Afrique des nations féminins de handball qui s'est ouvert ce 9 novembre à Dakar. Une première journée de compétition marquée par la victoire du Sénégal face à Madagascar. Les Lions ont largement dominé la sélection malgache avec un score de 40-9. Retour sur cette rencontre avec Ameneji. La 25e édition du championnat d'Afrique des nations de handball féminin a démarré le 9 novembre 2022 avec une belle entrée en matière pour les Lions du Sénégal face à Madagascar. D'entrée de jeu, la formation malgache s'est inclinée avec 20 points d'écart sur un score de 5-25 face aux Lions. Une première partie avantageuse pour le pays hôte qui a largement dominé la rencontre et fait preuve de tactique face à la formation malgache. L'équipe du Sénégal a très bien joué avec un numéro 44 qui a vraiment bien joué. L'équipe ensemble, l'équipe d'en face était bien organisée, que ce soit en attaque ou en défense. Après 17 minutes de jeu, du retour de la mi-temps, Koura Kamara et Sophie Kébé ont corsé l'addition de 35-7. Une deuxième partie aussi rythmée que la première, ayant conduit la meneuse de jeu sénégalaise Raissa Dapina et ses coéquipières Hawa Ndiaye et Diena Bassi à maintenir la position de l'équipe. Les nombreuses parades de Toubissia Justicia, la portière sénégalaise, ne limitent les Malgaches qu'à 2 buts de plus jusqu'à la fin de la rencontre. Une bataille offensive avec une solide défense a permis aux Sénégalaises de rajouter 15 buts aux 25 précédents, arrondissant la barre à 40-9, soit 31 points d'écart à l'issue de cette rencontre. Ça me fait une émotion particulière parce que c'est notre première canne à la maison. Donc moi personnellement, quand je suis rentrée dans la rencontre, j'ai eu beaucoup d'émotions. C'était un peu difficile à gérer au niveau du souffle parce que pour moi c'est une première. J'ai eu plein de souvenirs en tête avec ma famille, etc. Donc ça a été une source de motivation. De voir le public aussi avec beaucoup d'entrain, ça nous force aujourd'hui et puis ça nous met dans de bonnes conditions.
Avant la victoire du Sénégal sur Madagascar, 3 autres rencontres se sont disputées au cours de cette première journée. Le Cameroun a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire, 28 contre 16. Le Congo s'est imposé face à la Guinée, 25-21. Et le Maroc s'est incliné devant la Tunisie, 25 contre 36. Dans l'actualité sportive à présent, le doute est finalement levé. Le joueur sénégalais Sadio Mané participera bien au Mondial 2022 au Qatar qui s'ouvre dans quelques jours. Le Sénégal a dévoilé ce vendredi la liste des 26 joueurs sélectionnés pour la compétition. Le soulagement est donc entier pour les supporters des Lions de la Teranga car la blessure du Ballon d'Or africain avait soulevé des craintes et incertitudes. Sadio Mané s'est en effet blessé au genou ce mardi lors de la rencontre Bayern Munich-Werder Brême. De son côté, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, s'est montré rassurant en affirmant être optimiste. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.